Donc, moi, je vais juste introduire un petit peu le contexte de notre recherche et puis je passerai la parole à mes collègues. Donc, en fait, la réflexion et le vade-mecum tiers-lieu, donc en fait, il émane de 3 années, quelque part, 3 années de recherche. Et on a repris un petit schéma ici pour un petit peu symboliser ça. La première année, et c'est la partie supérieure du schéma, donc on a commencé à réfléchir, à étudier ce qu'on a appelé 3 dynamiques économiques émergentes, séculaires, créatifs et numériques. Pourquoi? Parce que simplement, on supposait, on a constaté de nouveaux comportements territoriaux et surtout ces dynamiques étaient quelque part vectrices de dynamisation locale et de mixité fonctionnelle. La deuxième année, on s'est davantage intéressé au comportement et attentes des entreprises de ce secteur et aux stratégies développées, ce qui nous a amené à nous pencher sur le concept de plateforme d'innovation territoriale. Et Et donc, de la notion de plateforme d'innovation territoriale, on a quelque part basculé sur un autre terme qui est de plus en plus utilisé, avec des sémantiques variables, qui est celui de tiers-lieu. Donc, il nous est paru intéressant de faire le point sur le concept, pardon, et vu la diversité de projets émergents, l'opportunité d'en proposer un vade-mecum. Inspiré aussi quelque part des politiques notamment mises en place en France, hein, où aujourd'hui les tiers-lieux sont véritablement la politique et est une politique de dynamisation des territoires et des centralités. Donc c'est aussi vu la façon dont utiliser le concept qui nous a poussé à effectivement poursuivre la réflexion sur la notion de tiers-lieu. Voilà, merci Bruno. Donc, comme ça a été introduit, le concept de tiers-lieu est quelque chose qui gagne en reconnaissance, notamment en raison de l'actualité. Et comme d'autres concepts qu'on a entendus régulièrement depuis plusieurs années déjà, comme le quartier, Smart City, etc., on se rend compte qu'il y a une compréhension sur le sujet d'apparence commune, alors qu'en réalité, on se rend compte que le périmètre du concept est assez flou. Et ce côté flou est lié en partie aux connaissances et au champ d'expertise de chacun, d'où est venu le besoin identifié par l'équipe de proposer une définition du tiers-lieu, mais qui n'est pas unique, c'est-à-dire qu'elle a été faite dans le cadre de la recherche qui nous a occupés pendant 3 ans et qui s'intéressait notamment à la question du lien entre économie et territoire. Donc la définition de tiers-lieu que nous avons proposée, notamment dans notre vade-mecum, a une certaine portée économique, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour entrer dans la matière, on vous propose une approche plutôt visuelle avec quelques exemples pour essayer de vous montrer finalement, c'est de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que sont les différents, ce que sont les tiers-lieux. Donc, voici un premier exemple qui est un tiers-lieu que nous avons visité en août l'année passée, qui est le tiers-lieu composite à Charleroi, qui est situé à quelques pas de la gare de Charleroi Centrale, puis qu'il faut dire maintenant Charleroi Centrale. Initialement, c'était un espace, c'était une ancienne menuiserie, avec une série d'espaces de bureaux, des ateliers, des espaces de stockage, etc. Et cette diversification immobilière est apparue aux yeux du porteur de projet comme intéressante pour un tiers-lieu qui va regrouper des artisans, des salariés, du tertiaire, divers indépendants, divers services annexes, etc. Un autre exemple qui est ici dans le Namurois, donc sur la commune de Fernelmont, on a ici un espace de coworking qui a saisi l'opportunité laissée, si on peut dire, par le départ de services de proximité en milieu rural, qui est un phénomène que l'on constate aussi régulièrement. Donc ici, la communauté qui a fondé le coworking Fernelmont s'est saisie de cette opportunité-là en occupant une agence bancaire, donc l'agence bancaire sur la commune de Fernelmont, qui avait fermé ses portes quelques années auparavant. Il s'est développé donc toute une communauté autour de ce coworking qui propose aujourd'hui des services extra-professionnels pour s'ouvrir sur le quartier,
par exemple, un espace d'études pour les étudiants en période de blocus ou alors des ateliers d'hiver pour les jeunes. Par exemple, ici récemment, une activité de codage informatique à destination d'un public adolescent. Un autre exemple qui est ici une initiative publique à Tournai, donc dans le cadre de Hub Créatif, le WAPSOP de Tournai, qui est une initiative publique qui s'insère ici dans un quartier urbain en reconversion, qui se sert du dynamisme créatif de Tournai pour offrir divers services mutualisés au public, qui est composé d'artisans, de salariés, de télétravailleurs. Et ces différents services prennent la forme de bureaux, de lieux d'expérimentation matérielle de type Fab Lab, etc. Donc voilà un petit peu 3 différents exemples de tiers-lieux pour vous introduire un peu à la matière. Ce qui nous a amené donc au fur et à mesure de nos recherches dans la littérature, mais aussi de toutes les initiatives que nous avons pu visiter en Wallonie, mais également à l'étranger, à proposer la définition du tiers-lieu. C'est notre vision du tiers-lieu, de nouveau, elle n'est pas unique, qui est celle d'un espace de proximité, partagé, hybride et collaboratif dans une ville, un village ou un quartier, qui est un vecteur d'innovation matérielle et immatérielle. C'est un espace accueillant et accessible dans lequel sont mis en commun des équipements, des services et de l'accompagnement de projets. Donc, je rappelle ici le lien avec l'économie qui est assez fort, puisque notre recherche s'était concentrée sur le lien qui existait entre économie et territoire, et plus précisément de voir notamment comment les tiers-lieux pouvaient servir à activer les écosystèmes locaux. Ou encore plus pragmatiquement, c'est de voir comment le tiers-lieu peut rencontrer des demandes latentes d'espace, redynamiser des quartiers en général peu favorisés, ou encore ramener de l'activité, de la présence dans des tissus urbanisés, qu'ils soient en ville ou en milieu rural. Donc on a finalement un tiers-lieu qui s'insère dans toute une série de typologies de territoires et qui répond à différents besoins en fonction de sa localisation. Alors un tiers-lieu, on y fait quoi? On a commencé à en voir au travers des exemples une série une palette qui finalement est une palette assez infinie, c'est-à-dire que le tiers-lieu est souvent hybride, va proposer différents types de services. Et comme je le disais, les possibilités sont pratiquement infinies. On va retrouver souvent des open space ou des espaces de bureaux, des salles de réunion, des laboratoires de fabrication numérique de type Fab Lab, où se trouve tout un outillage qui va permettre aux créateurs d'expérimenter des outils parfois coûteux que ne peut acquérir seul un artisan ou un indépendant, par exemple des imprimantes laser, qui sont encore des outils relativement chers, qui sont ici mutualisés et mis au service du plus grand nombre, des ateliers collectifs ou plus individuels, et sans doute le plus important de tous, la machine à café qu'on rencontre aussi dans les entreprises. Alors plus sérieusement, pourquoi parler de machine à café en tant qu'outil social? Ça nous permet d'insister sur la dimension communauté du tiers-lieu, c'est-à-dire que le tiers-lieu n'est en effet pas seulement un ensemble immobilier, c'est aussi une communauté de créateurs, de salariés, de télétravailleurs, de personnes en situation de reconversion professionnelle qui vont faire vivre le tiers-lieu, qui vont s'y échanger des savoirs et des savoir-faire dans le cadre professionnel, mais aussi en dehors de ce cadre professionnel. Le tiers-lieu ne vit pas en vase clos, il s'ouvre sur son quartier et il n'est dès lors pas étonnant de voir dans la plupart des initiatives que nous avons pu de voir les activités extra-professionnelles se diversifier. Alors on retrouve des journées d'ouverture, des formations diverses, des événements à destination du grand public, etc. Donc le tiers-lieu est perméable et s'ouvre sur son territoire, sur le territoire qui l'accueille. Alors, on vient finalement au développement territorial. Le tiers-lieu est identifié dans le cadre de la littérature. Nous avons également pu de nouveau nous en rendre compte sur le terrain lors de nos visites, qu'il constitue un outil de développement territorial particulièrement puissant. Notamment, donc on l'exprime pour activer les écosystèmes. Il répond aussi à différents enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux culturels, et pas uniquement en matière d'aménagement du territoire stricto sensu. C'est-à-dire que le tiers-lieu apparaît finalement comme un espace qui est à la fois innovant, transversal et hybride, avec des caractéristiques qui en font un vecteur de dynamisation territoriale, donc de nouveau le développement territorial au sens large, et un outil susceptible de répondre à de nombreux défis en matière de gouvernance locale. Alors plus précisément, il favorise, on l'a déjà évoqué, on le réévoque à nouveau vu son importance, la dynamisation économique locale, la réhabilitation de lieux qui sont laissés à l'abandon,
la cohésion sociale, c'est-à-dire donc reformer de la cohésion sociale dans des quartiers qui ont pu en perdre au cours des décennies, et enfin l'empowerment local. Alors d'autres exemples pour illustrer un petit peu le propos, qui vont venir par la suite. Donc le tiers-lieu, c'est avant tout, c'est souvent donc des acteurs qui peuvent être à la fois publics ou privés, mais qui sont le résultat d'une idée donc le tiers-lieu est le résultat d'une idée qui a émergé de citoyens de travers locaux qui ont au préalable réalisé un diagnostic d'enjeux, donc ils ont un diagnostic de leur territoire, ils identifient une série d'enjeux pour le territoire dans lequel ils vivent et auquel ils sont attachés, et souhaitant y apporter à leur niveau une contribution, ils tentent au travers du tiers-lieu de répondre à une série d'enjeux sur le territoire. Donc ça peut aller du manque de dynamisme du territoire à l'identification de besoins qui sont actuellement en auront rencontré, etc. Alors de nouveau, quelques exemples de voir comment cela se fait. On a par exemple le comptoir des ressources créatives, qui est un projet qui a été initié par le milieu culturel et associatif liégeois, qui répond à une demande qui était latente, qui avait été observée dans le monde de la culture, vu que cette initiative vient avant tout du monde de la culture. Ce monde de la culture qui était demandeur d'une série d'espaces qui n'existaient pas, dans un quartier qui était plutôt peu favorisé d'un point de vue socio-économique, avec un public relativement fragile. On a un autre exemple, celui du Monty dans le Brabant wallon, qui est un projet qui a été créé à l'initiative d'une compagnie de théâtre qui est installée à Genappe, avec ici la volonté de dynamiser une polarité rurale périurbaine de Bruxelles et de remettre de la vie et de générer de la cohésion sociale dans cette polarité, dans cette commune de Genappe. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues pour la suite et de voir comment on développe un projet de tiers-lieu. Merci Hubert. Pour rappel, tout ce qui vient d'être présenté et ce que je vais présenter également, on va se retrouver dans un guide qu'on a publié, un guide Vademecum sur les tiers-lieux. Dans ce guide, on retrace vraiment notre vision du tiers-lieu et différentes définitions qu'on a pu rencontrer, et différents acteurs également qu'on a pu rencontrer. Et ensuite, on propose une méthodologie de montage de projet où on revient sur différentes étapes et où on a vraiment essayé de fournir des exemples, des bonnes pratiques, mais également des acteurs à qui s'adresser lorsqu'on veut monter un projet de tiers-lieu et d'autres fiches outils. Donc, c'est ce qu'on va vous détailler maintenant. Tout ça, tout ce qu'on vous présente actuellement est à retrouver dans notre guide, dont on vous fournira le lien plus tard et d'autres informations. Donc voilà, nous, on a abordé le montage de projet. Donc, vous pouvez voir ici un schéma qui le représente. Pour nous, un tiers-lieu, donc c'est vraiment un projet de long terme qui demande vraiment une vision, une réflexion qui prend en compte de nombreux éléments. Et donc, on a décidé, nous, d'articuler cette réflexion autour de 7 grandes dimensions, donc les 7 grandes dimensions du montage de projet. Vous les voyez représentées ici sur le schéma. Donc, c'est la communauté porteuse, l'écosystème local, les statuts juridiques, le modèle économique, les services de proximité, les services proposés, le lieu et l'animation. Donc, je vais détailler chacune de ces dimensions et je vais revenir avec des exemples, pour vous montrer comment on peut être appliqué, comment on peut être réfléchi chacune de ces dimensions une par une. Donc, vraiment, le moyeu central, la dimension centrale du tiers-lieu et du montage du projet d'un tiers-lieu, c'est la communauté porteuse. Donc, c'est vraiment la communauté qui est attachée à un territoire, qui porte une vision pour ce territoire, qui a une envie particulière pour ce territoire et qui va donc, par l'intermédiaire du tiers-lieu, développer l'activité qui répondra. Et donc, mon collègue Hubert en a déjà parlé de plusieurs exemples. Donc, comment cette communauté est centrale et comment elle est vraiment ce socle sur lequel va se construire ce tiers-lieu. Et ensuite, d'autres dimensions vont intervenir, donc notamment l'écosystème local, donc qui est l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs du territoire qui vont venir apporter leur pierre à l'édifice de diverses manières. Donc, ça peut être un apport financier, fournir un local, ça peut être simplement fournir des contacts, de l'équipement, donc une diversité d'acteurs qui tournent autour de ce tiers-lieu, qui souvent appartiennent au territoire, ou en tout cas interviennent sur ce territoire et qui vont fournir une aide. Et donc, ces acteurs, ils peuvent être privés, publics, associatifs, citoyens, mais on peut dire que aussi l'acteur public, dans le cas des tiers-lieux, est un acteur qui quand même intervient à de nombreuses reprises, soit vraiment dès l'initiative, mais
plus couramment, on va dire que c'est plutôt en termes de soutien en fournissant un espace, mettre à disposition un espace ou fournir des ressources financières qui vont permettre aussi, dans la plupart des cas, un certain équilibre financier pour un projet de tiers-lieu qui est souvent assez délicat. Donc, des fois, l'intervention du public va permettre cet équilibre et cette attente qui va être rencontrée. Et donc, j'ai un exemple ici d'intervention et de collaboration des partenaires locaux au niveau d'un tiers-lieu. C'est le WAPSUP à Tournai, donc qui est un hub créatif, donc qui lui a été créé au départ à l'initiative d'acteurs publics, donc l'intercommunal IDETA, donc l'intercommunal de la Wallonie-Picarde, la ville de Tournai, mais également tout l'écosystème local de Tournai, qui est en fait une ville avec un historique culturel très important, qui abrite plusieurs écoles d'art. Donc l'ensemble de ces acteurs ont été associés au fur et à mesure à la démarche. Donc on a notamment des designers, des architectes, des créateurs, donc tout type d'acteurs de ce milieu, de cet écosystème, qui ont rejoint la démarche et qui ont au départ aidé à développer le lieu et ensuite se sont convertis en usagers, donc viennent quotidiennement au lieu, participent à la réflexion et voilà, intègrent vraiment cet écosystème local du hub créatif et du tiers-lieu. Et ensuite, d'autres partenaires se sont ajoutés également. Donc, soit ils occupent des bureaux dans le tiers-lieu, soit ils sont là pour intervenir de différentes manières. Il y a notamment des acteurs de l'accompagnement d'entreprises ou d'accompagnement d'indépendants ou de tout type d'activités, qui sont notamment la Smart, également un centre d'entreprise et également WAPI Entreprendre, qui est un acteur de l'entreprise présent dans la région. Donc voilà comment divers acteurs peuvent collaborer, intégrer un écosystème local et contribuer à cette démarche tiers-lieu. Ensuite, une autre dimension, c'est les statuts juridiques. Donc, les statuts sont une étape relativement importante puisque c'est vraiment le statut qui va déterminer en quelque sorte, ou en tout cas qui va contribuer aux objectifs en termes sociaux, aux objectifs financiers, etc. Donc, ça va cloisonner, on va dire, en quelque sorte, la structure. Et donc, c'est important de choisir la forme qui sera la plus appropriée, le statut qui seront les plus appropriés au tiers-lieu et à son développement. Donc, ici, on a repris un exemple d'un tiers-lieu français à Montpellier, donc, qui est la Altropisme, qui, elle, vraiment a très bien joué, a très bien fonctionné avec les différents statuts juridiques qui s'offraient à elle. Et donc, l'Altropisme a été créé sous forme de coopérative, mais en fait, elle a rejoint un groupe coopératif qui était déjà existant et qui était sous la tutelle de Illusion et Macadam, donc qui était une association dans le domaine culturel qui existait depuis plus de 15 ans. Donc, ils ont simplement rejoint ce groupe et d'autres coopératives, d'autres formes associatives, etc., d'autres formes de l'économie sociale se sont ajoutées. Donc, on peut voir ici l'écosystème sur la DIA. Notamment, voilà, ils ont créé un café attenant au tiers-lieu et ils ont créé une autre forme de structure. Donc, voilà, en jouant avec ces différentes formes de structure, la structure la plus appropriée. Donc, il y a vraiment une réflexion à mener sur cet aspect-là aussi des statuts juridiques pour faire du tiers-lieu la structure la plus adéquate. Ensuite, on arrive au modèle économique. Donc, il y a une difficulté qui est vraiment importante de prendre en compte, puisque vraiment le modèle économique doit être une réflexion vraiment au départ du projet. Donc, on doit réfléchir lorsqu'on crée un tiers-lieu aux services qu'on va développer, aux différentes recettes qu'on va pouvoir engendrer, mais également aux différents acteurs qui pourront nous fournir un certain soutien financier. Et donc, à partir de cela, c'est important en fait de réaliser un plan, un business plan, un plan au départ, avant vraiment de se lancer dans la structure, pour avoir une idée de l'équilibre financier qu'on souhaite atteindre et à quel horizon. Donc, c'est un aspect qui est important, qu'on développe plus en détail dans le guide Vademecum. Donc, de nouveau, j'ai pris un exemple assez intéressant, qui est un exemple de La Vallée à Bruxelles, qui est de nouveau un tiers-lieu créatif. Et ce tiers-lieu permet, en quelque sorte, avec une collaboration avec un autre acteur, d'atteindre un équilibre financier. Donc, 80% des recettes du budget, 80% du budget annuel de ce tiers-lieu, La Vallée, est généré par des services qui sont fournis par le tiers-lieu. Donc,
les services, donc location de salle, événementiel, les recettes générées par le bar, etc., permettent de générer 85% du budget du tiers-lieu, donc ce qui est un montant, enfin un taux assez important. Donc le tiers-lieu est pratiquement autosuffisant, on va dire, mais il y a tout de même 15% de déficit. Et ces 15% de déficit, ils sont en réalité bouchés par la Smart, donc qui est une coopérative qui intervient justement au niveau des entreprises et des indépendants. Et donc la Smart, avec un accord avec ce tiers-lieu, accepte de financer les 15% de déficit. Et en échange, en fait, la Smart fournit des services aux différents occupants du tiers-lieu. Mais la Smart bénéficie également de ce tiers-lieu comme une vitrine pour ses activités et pour son intervention. Donc voilà, des acteurs comme ça, comme la Smart, comme d'autres acteurs de l'économie wallonne, peuvent venir apporter un soutien et contribuer vraiment à des échanges gagnant-gagnant, on va dire en quelque sorte, et atteindre un certain équilibre financier. D'autre part, la Vallée nous avait confié aussi le fait que le tiers-lieu allait bientôt passer sous une forme d'association, d'ASBL. Et donc, de cette manière, ils espéraient pouvoir obtenir des financements publics pour l'instant, ils n'avaient pas du tout de financement public. Ils fonctionnaient uniquement donc, sur fonds propres et avec l'aide de la Smart. Mais ils espéraient, en prenant cette forme juridique-là, pouvoir prétendre à certains financements. Voilà, de nouveau, encore une solution supplémentaire qui peut s'offrir au tiers-lieu. On arrive aux services proposés. Donc, les services proposés, c'est réellement très, très divers. Ça peut être une multiplicité de services qui seront proposés sur le lieu. Et donc, ces services, ils doivent être réfléchis pour, en quelque sorte, correspondre, en tout cas répondre à des besoins qui sont exprimés localement. Il n'est pas question de développer des services pour personne. L'objectif, c'est bien de répondre à des attentes, de développer, si on développe de l'accompagnement dans un certain domaine, c'est qu'il y a des acteurs de ce domaine qui sont demandeurs, qui sont prêts à venir sur le tiers-lieu et qui en bénéficieront, et une certaine masse critique qui permettra que tout le monde en bénéficie. Donc, c'est vraiment une réflexion également à mener en amont, donc tant avec les fondateurs du tiers-lieu que l'ensemble de l'écosystème local dont on a parlé précédemment, qui vont bien sûr pouvoir par la suite intervenir, soutenir, mais également apporter une certaine visibilité sur le tiers-lieu. Donc c'est, comme je l'ai dit, une réflexion à mener en amont, mais qui peut évidemment évoluer tout au cours du projet. Donc on peut démarrer avec quelques services au départ pour développer le tiers-lieu, et puis au fur et à mesure, en fonction de l'évolution du projet et de l'évolution de la demande locale, faire évoluer son offre de service. Et ça peut être également en fonction de la communauté qui est présente, parce que certains usagers du tiers-lieu peuvent fournir certains types de services, collaborer ensemble et puis se mettre au service de la collectivité. Et donc, cette offre est amenée à évoluer, mais une réflexion est quand même nécessaire. Et donc là, j'ai pris un exemple vraiment pharaonique, on va dire. C'est Darwin à Bordeaux, qui est un tiers-lieu qui regroupe plus de 230 entreprises, donc vraiment gigantesque, qui lui donc est vraiment une multiplicité de services regroupés dans un lieu. Donc on a bien sûr des locaux pour entreprises, pour du télétravail, des espaces de réunion, des espaces d'événements, on a des librairies même, on a de l'événementiel, de la restauration et puis de l'accompagnement très spécifique pour des entreprises très spécifiques dans l'immobilier, la finance, etc. Donc là, c'est vraiment, c'est pas le tiers-lieu qu'on souhaite atteindre directement en Wallonie, c'est pas ça l'objectif, mais c'est pour vous montrer la diversité des possibles et la diversité des services qui peuvent être proposés au sein d'un même lieu. Donc, il n'y a pas de barrière à se mettre en termes de services à fournir. C'est vraiment en fonction des besoins locaux et des attentes. Alors, j'en viens ensuite au lieu. Donc, il y a vraiment l'espace qui va être développé, qui peut être divers également. Donc, mais l'important, c'est que ce lieu, pour un tiers-lieu, il faut qu'il soit accueillant, modulable et accessible. Il faut que les gens aient envie de venir dans ce lieu, il faut qu'ils puissent venir. Il faut vraiment que ce soit un espace ouvert. Et donc, il y a différents types de lieux qui peuvent être investis par un tiers-lieu. Ça peut être déjà un bâtiment qui accueille des bureaux. On va décider d'en faire un tiers-lieu parce que c'est le bon endroit, il correspond aux bons critères. Ça peut être un lieu qui avait une autre fonction et qu'on va décider de transformer. Par exemple, du logement, un cinéma, une ancienne salle de théâtre. On va dire, voilà, c'est un lieu qui est délaissé, on va l'occuper. Et puis, ça peut être des lieux qui étaient complètement délaissés, comme des anciens bureaux de gare, par exemple.
était totalement vide depuis plusieurs années et qu'on va réinvestir parce que c'est une bonne localisation, c'est un lieu emblématique, bien visible, etc. Donc, les opportunités, en réalité, elles sont nombreuses. Il n'y a pas de barrière de nouveau à se mettre, tout est possible. Il faut cependant choisir le lieu le plus adapté, on va dire, à la dynamique d'un tiers-lieu. Et donc, on peut citer quelques critères qui sont tout de même importants à prendre en compte lorsqu'on choisit un lieu. C'est évidemment la visibilité du lieu, peut-être la valeur historique et patrimoniale. Si les gens connaissent déjà le lieu, ils vont peut-être avoir plus envie de le fréquenter, de s'y investir. Les coûts également d'un investissement dans un lieu en particulier. L'adaptabilité du lieu, parce qu'on sait qu'un tiers-lieu est amené à évoluer, sa communauté évolue également, les services proposés évoluent. Donc, le lieu le plus adaptable, le meilleur, on va dire. Et puis, d'autres critères également à prendre en compte, mais vraiment, voilà, les opportunités sont nombreuses. Et je pense qu'en Wallonie, il y a quand même pas mal de lieux libres, en tout cas prêts à accueillir un tiers-lieu. Donc, c'est une étape importante dans la réflexion, mais les opportunités sont nombreuses. Et donc, j'ai repris l'exemple qu'Hubert vous a déjà présenté par ailleurs, donc il y a l'exemple du coworking à Fernelmont, donc qui était une ancienne agence bancaire que la commune a obtenu, a acheté, et qu'elle a mis à disposition du coworking de Fernelmont. De nouveau, c'est un accord entre partenaires, donc le tiers-lieu, et la commune qui a accepté de mettre à disposition un lieu pour le bon fonctionnement de la commune et le dynamisme de la commune. On arrive à la dernière des 7 dimensions, qui est l'animation. Donc l'animation, c'est vraiment une des caractéristiques propres du tiers-lieu. C'est un essentiel, on va dire, qui est vraiment de faire vivre le lieu au quotidien. Un animateur ou des personnes, un groupe de personnes, sont en charge vraiment de mener cette animation, de faire vivre le lieu, de faire se rencontrer des gens, de créer du décloisonnement, puisque c'est vraiment ça la caractéristique du tiers-lieu, c'est de décloisonner, de ne pas rester dans des secteurs, de ne pas rester chacun dans son bureau, donc vraiment de créer les conditions de la collaboration en quelque sorte, et c'est vraiment la mission de l'animateur ou de l'équipe d'animation qui doit vraiment amener les gens à leur plus grand potentiel, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le fondement de l'animation et le fondement en quelque sorte du tiers-lieu, parce que tiers-lieu égale animation. C'est vraiment deux éléments qui vont de pair. Et donc, un exemple de nouveau qui est assez atypique, c'est l'exemple de Composite à Charleroi, donc un tiers-lieu à Charleroi, qui a également déjà été cité, et donc qui, lui, fonctionne avec des équipes. Donc, il y a les utilisateurs, et puis ils décident de s'organiser en interne. Voilà, il y a une équipe qui s'occupe de l'administratif, une équipe qui s'occupe du financier, une équipe qui s'occupe de l'accueil, et puis une équipe qui s'occupe des événements. Et donc, chacun se répartit les tâches, mais il y a vraiment une volonté d'animer le lieu. Et par exemple, l'équipe événementielle organise une fois par mois un apéritif, un apéro pour tout le monde, pour créer du lien, pour faire se rencontrer les gens. Et puis, il y a également des événements qui sont organisés fréquemment par cette équipe pour faire se rencontrer des différentes entreprises, donc des journées entreprises, des journées également plus festives, etc. Donc, il y a vraiment une diversité de nouveaux d'activités qui est organisée par cette équipe d'animation pour vraiment miser sur les caractéristiques du tiers-lieu qui sont vraiment de nouveau de dynamiser un lieu, mais également un écosystème et un territoire. Et donc, pour les autres outils fournis dans le Vademecum, je vous passe la parole à mon collègue, Réginald. Merci Fabien. Donc, effectivement, pour partir sur des bonnes bases, dans le Vademecum, en fait, on propose tout un panel d'outils qui permet en fait d'aborder de manière assez concrète et pédagogique en fait donc certains fondamentaux que Fabien va vous développer, et donc il va vous permettre de vraiment avancer dans votre réflexion et donc de vous faire avancer dans votre projet. Alors ceux-ci, ils n'ont pas de vocation évidemment à apporter des réponses toutes faites, mais vraiment plutôt à vous faire vous poser les bonnes questions. Et donc comme Fabien l'a dit, ces outils sont dans notre Vademecum, dont on vous partagera le lien à la fin. Alors, comme premier outil, je vous propose celui-ci. Donc, j'espère que vous l'aurez compris. Donc, un tiers-lieu, il peut adopter en fait vraiment une multitude de formes et il repose sur une communauté de personnes. Et donc, pour initier la dynamique communautaire et collective et l'appropriation vraiment du projet, il est vraiment important de clarifier dès le début ce qui rassemble les membres de cette communauté. Et donc, quelle est sa vision, les valeurs qu'il partage,
les principes de fonctionnement qu'ils veulent adopter et les objectifs surtout qui se fixent. Et donc ce premier outil, il vous propose de vous munir de post-it et de feutres et que chaque participant de la communauté écrive sur ces post-it, par exemple, 3 valeurs qui lui semblent importantes dans le projet. Ensuite, on met tous les post-it en commun et ensemble, hein, c'est vraiment important que ce soit fait collectivement, eh bien, on retire d'abord les mots-clés qui ne font pas consensus, ou qui sont en double, et ensuite, justement, on regroupe les mots-clés qui sont synonymes et on fait des rapprochements entre les idées afin de combiner tout ça et pour vraiment faire émerger collectivement ces valeurs ou cette vision qu'on a pour le projet. Et donc, la activité, elle s'arrête quand tout le monde est d'accord sur ces mots-clés et sur ces valeurs que l'on a définies. Un deuxième outil qui est sur les dynamiques du territoire, hein, cette fois-ci, donc c'est parce que la prospérité de votre lieu, elle va vraiment en fait passer par un enracinement sur le territoire qui l'accueille. Et donc le projet il doit pouvoir participer en fait à ce développement de ce territoire. Il doit permettre de coopérer avec les acteurs locaux et d'interagir avec les différentes structures qui existent. Et donc c'est vraiment à vous en fait d'identifier les ressources sur lesquelles le projet va pouvoir s'appuyer. Et donc cet outil, il vous propose de porter un regard panoramique sur tout le territoire, sur ses caractéristiques, sa dynamique, son offre en termes d'équipement, de services, etc. Et pour chacune de ces composantes, hein, que vous pouvez voir sur la slide, hein, on a identifié certaines composantes, et bien vraiment de répertorier en fait pour cette composante toutes les ressources disponibles et ensuite placer sur ce graphique un point proche du centre si vous estimez que cette composante elle est peu développée sur le territoire ou peu importante sur le territoire, et à l'inverse, au bout, donc 1, 2, 3, 4, 5, au bout de l'axe, si vous jugez justement que c'est une composante qui est fortement influente sur votre territoire. Et donc, en reliant tous les points entre eux par des traits, eh ben, ça permet d'obtenir une sorte de cartographie des points forts, des points faibles du territoire et des choses sur lesquelles votre projet va pouvoir potentiellement s'appuyer. Ou au contraire, y répondre si vous estimez que c'est justement un besoin que votre communauté identifie, qui est faible sur le territoire, et donc que le tiers-lieu serait opportun à ce niveau-là. Un troisième outil, donc afin de plus d'avoir une image globale du projet dans son ensemble, et donc de s'assurer de la pérennité de votre tiers-lieu, ben, il est en fait indispensable de passer en revue toute une série d'éléments hein, qui correspondent assez bien aux différentes composantes que Fabien a exposées juste avant. Et donc, ce troisième outil qui est adapté en fait simplement d'un business model Canvas, pour ceux qui connaissent, il propose une matrice en fait qui est composée de 9 cases. Et chacune de ces cases correspond plus ou moins à une dimension du projet. Et donc, ces cases, elles interagissent évidemment entre elles. Alors, au centre du modèle, en rouge et en gris, on retrouve donc la communauté porteuse, dont on vous a parlé, et son mode d'organisation. Et ensuite, on distingue sur la partie gauche du graphique tout ce qui est plutôt input, les partenaires de l'écosystème, les services qui sont déjà proposés, les ressources que vous pouvez mobiliser et les coûts que cela va évidemment engendrer, hein, tous les coûts que vous pouvez prendre en considération pour le fonctionnement de votre tiers-lieu. Et sur la partie droite, plutôt les outputs juste du projet, hein, qui regroupent évidemment donc les valeurs que vous allez pouvoir générer sur votre projet. Bien sûr, tous les usagers, quelles sont la valeur apportée que les usagers peuvent amener et les revenus que les activités du tiers-lieu peuvent générer. Et donc, cet outil permet 3 grandes fonctions. Premièrement, il permet de conceptualiser vraiment et de communiquer justement sur les enjeux du projet. Deuxièmement, il permet de fédérer et d'aligner toutes les parties prenantes justement avec la communauté vers des objectifs communs. Et enfin, ils permettent d'évaluer la faisabilité et la viabilité du projet. Alors, quel que soit le moment de votre réflexion, hein, que ce soit à la création du projet, pendant le projet ou durant son développement, hein, ben c'est normal de se poser plein de questions. Est-ce que mon projet il va répondre à un réel besoin? Est-ce que je me lance au bon moment? Est-ce que je dispose des ressources nécessaires, etc. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter en fait, à s'entourer
et se faire accompagner par des professionnels qui maîtrisent justement certains aspects du montage de projet, hein. Donc, que ce soit sur les aspects financiers, que sur les aspects juridiques, qui peuvent être techniques. Et donc, pour ces aspects-là, eh ben, il ne faut pas hésiter à contacter, par exemple, une agence en conseil en économie sociale ou une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois ou encore même un hub créatif donc, qui a déjà l'habitude justement de ce type de projet. Et donc, à titre indicatif, je vous ai remis sur cette slide-ci un ensemble d'acteurs de l'accompagnement, que ce soit de l'économie sociale comme SA, WB, Step Entreprendre, la FEDECOP, Propage, etc., ou d'autres acteurs plus sur les aspects économiques comme Walter, ou même Communua, qui est plus un acteur qui se charge de faire de l'occupation temporaire et donc de créer des lieux de façon temporaire et qui pourra apporter toute une série de réponses. Enfin, pour aller plus loin, donc comme on vous l'a déjà dit, cette présentation, donc, elle est issue de 3 années de recherche qui s'appelle donc Dynamique économique émergente et nouveaux enjeux territoriaux, dont vous pouvez retrouver les principaux résultats sur le site de la CPDT, donc vous avez le lien en bas à gauche. Et donc, dans ce cadre, on a réalisé tout d'abord un vadémécum, les tiers-lieux à vocation économique, ainsi qu'un site internet, Wallonie Tiers-Lieux. Et donc, vous pouvez retrouver notre vadémécum pour l'instant sur le site internet Wallonie Tiers-Lieux et il sera disponible bientôt sur le site de la CPDT. Merci beaucoup pour votre attention. Donc voilà, nous vous remercions effectivement pour la présentation et maintenant nous sommes disposés à essayer de répondre à toutes vos questions ou à vos remarques. Alors, on entend une voix de fond, mais... Donc, vous levez la main, hein. Vous utilisez l'onglet « Lever la main » pour ceux qui veulent poser des questions, mais peut-être que peut commencer ici. J'ai quelques participants aussi. Moi, j'avais une question dans les caractéristiques. On n'a pas parlé de milieu ouvert. Est-ce que un tiers-lieu a vocation à être ouvert à tout public ou il peut être clos, donc enfermé sur sa communauté? Donc voilà, c'est un des aspects que je n'ai pas entendu et qui est vraiment, on va dire, dans les valeurs du lieu, peut avoir une orientation particulière qui va, on l'a vu en France, définir si un tiers-lieu l'est ou ne l'est pas. A priori, effectivement, il y a une ouverture, c'est même une ouverture sur l'espace public et sur la visibilité. Donc ça, c'est évident. Et je crois que quelque part, c'est aussi une des conditions de réussite. On en parle dans le développement. C'est la plus grande visibilité et accessibilité. Donc, moi, a priori, j'aurais dire que c'est tout un désert que du contraire, que plus on brasse de monde et de profil, en tout cas de tout ce qu'on a vu, mieux ce sera, évidemment, par rapport à ça. Donc, la question de l'ouverture, tant au sens physique, je dirais, sur le territoire, sur l'espace, et la visibilité au sens fonctionnel vis-à-vis des différents profils, personnes, usagers de toute nature, elle est fondamentale. Et on parle aussi, dans le vadémécum d'innovation sociale, c'est aussi une dimension très, très forte qui fait partie avec l'ouverture, bien sûr. Recréer des liens sur le territoire est fondamental. Elle peut vraiment être multiple, en fait, comme beaucoup de choses dans les tiers-lieux. Par exemple, à la vallée, donc l'espace en lui-même, il est clos et il est assez fermé dans la vie de tous les jours. Mais après, à travers l'offre événementielle, eh ben, ponctuellement, ils ouvrent sur le quartier, sur vraiment tous les habitants alentours qui gravitent autour du projet. Et donc vraiment avoir ces différentes dimensions en fonction de ce qui est opportun ou pas, parce qu'effectivement, le fait d'être ouvert à tout le monde en permanence, ça peut aussi générer plein de problématiques. Surtout quand on parle, voilà, exactement, dans les services. Il peut y avoir des services qui sont clos pour vraiment les personnes qui, suivant, payent un abonnement ou
élargit plus vraiment ces services-là. Et puis après, voilà, des services plus ouverts à tout un chacun. Donc, c'est à définir et il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non à ce problème. Ouais, c'est ça. Il y a une ouverture, en tout cas, à tous les publics. Tous les publics peuvent venir bénéficier des services en général. Mais le lieu en lui-même, c'est assez rare qu'on ait vu des lieux où les gens venaient, allez, venez. Il en existe, mais ça, c'est assez peu commun. Ou alors, c'est des lieux où il y a un espace dédié à ça, par exemple un bar qui est attenant au tiers-lieu, et les gens viennent au bar, et de cette manière, ils vont rencontrer des gens qui travaillent aussi dans le tiers-lieu. Donc, voilà, comme mes collègues l'ont dit, il y a une multiplicité de cas possibles, mais les lieux où ça vient, ça va, c'est quand même assez rare dans ce qu'on a pu rencontrer. Disons qu'on a vu dans la plupart des initiatives qu'on a eu l'occasion de visiter, il y a souvent une volonté justement de gérer cette ouverture. Donc d'être ouvert, mais de la gérer, comme on dit, pour ne pas non plus devenir un peu hall de gare non plus. Mais il y a souvent une volonté du tiers-lieu, une initiative de s'ouvrir sur son quartier. Ça fait partie de l'esprit communauté, etc. J'ai une question aussi. Non, mais Par rapport au soutien public, est-ce que vous avez pu catégoriser le type d'aide particulière? Ici, vous avez fait une recherche typée économique. Est-ce que vous avez pu voir apparaître ou voir émerger des tendances par rapport au pouvoir public qui est soutenant dans ce type d'initiative, vu la transversalité des sujets, des propos, des propositions et des services vous avez pu remarquer? C'est clair que, bon, maintenant, il y a eu un appel à projet tiers-lieu rural, donc il y a eu une ligne, effectivement, et une action du gouvernement wallon spécifique par rapport à ça, hein, donc avec 25 tiers-lieux, avec une cible quand même bien particulière. Cette dimension rurale. Voilà, exactement, c'est ça, clairement. Si on prend la politique en France, elle nous interpelle, là, c'est vraiment une politique. C'est intégré, je vais dire, dans une approche plus globale et transversale de dynamisation des villes et villages, et ainsi de suite. Donc là, il y a un budget, ils sont plus de 2000 tiers-lieux qui sont soutenus, et ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas ça en Wallonie, c'est clair, pas encore, on n'en sait rien. Ça se fait, oui, non, voilà quoi. Nonobstant, je crois qu'il y a toute une série d'opportunités qui peuvent se présenter, dans laquelle peut s'inscrire un tiers-lieu. Je vais prendre un exemple sur la politique intégrée de la ville, la privée. J'ai vu dans ce cadre-là, effectivement, des villes qui proposaient des projets de tiers-lieu. Hein. Et donc, à la limite, on peut même s'inscrire dans une dynamique, dans une logique d'équipement économique, tout simplement. Hein. C'est le KDE, tout à fait. Enfin, là, c'est un programme européen, c'est un programme tout à fait spécifique. C'est un programme spécifique, mais souvent dans l'ERB aussi, il combine différentes subventions. Hein. Il y a à la fois l'Europe, la région, etc. Donc, je crois qu'il y a de multiples, c'est aussi l'avantage et la plasticité du concept, c'est qu'effectivement, il y a de multiples opportunités par rapport à ça. Même s'il n'y a pas vraiment encore une ligne dédicacée. Nous, c'est vrai qu'on espère quelque part que, notamment, se fasse la transversalité entre une vision, on va dire, économique et une vision plus territoriale des choses. Et on a aussi épinglé quelques acteurs, comme je viens de montrer, donc Reda, Walter, etc., certains avec qui on a discuté, qui peuvent proposer des solutions financières. Après, des fois, c'est des prêts à taux zéro, des fois, c'est la subvention. Ça peut être différentes manières. Il y a aussi, on a parlé des statuts juridiques. La Vallée nous disait aussi qu'en passant en ASBL, il y avait toute une réflexion au départ. Vous pouvez prétendre à des subsides, simplement, en tant qu'ASBL. Donc, il y a différentes manières d'aller chercher. Et puis, ça peut être un soutien de l'intercommunal, de la veste locale. En fait, c'est chaque fois des contacts à prendre. Et c'est ça, donc nous, on a fait ça, et c'est très local aussi. C'est une tendance qui émerge. Pas culturel ou environnement ou matière sociale. La seule tendance qui nous semble émerger, et de ce qu'on a vu, loin d'avoir tout vu, c'est plus sur l'impulsion. Quand on parle de culturel, on voit que le monde
culturelle au sens très large. C'est un avantage. Ouais. Est à l'origine de beaucoup d'impulsions. Donc voilà, c'est vraiment un constat trivial qu'on fait par rapport à ça, mais sans généralité et sans tirer de conclusion par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a une telle diversité de situations, et comme les opportunités sont nombreuses, c'est pas évident de dégager avec des logiques plus, on va dire, de type privé, et des logiques plus de type public qu'on a eu. Il y a quand même souvent du soutien public. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais comme tellement d'actions et d'initiatives aujourd'hui, comme tellement d'entreprises simplement aujourd'hui, qui sont soutenues par les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre. Donc je crois qu'il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Je veux dire, quand on soutient la création d'un parc d'activités, la réponse est une certaine logique. Hein, moi, je suis à titre personnel, je dirais, convaincu que quelque part, les tiers-lieux pourraient être un outil de développement ou de redéploiement, surtout des lieux centraux, comme l'ont été et comme le seront toujours les parcs d'activité, avec d'autres finalités en complément. Ça, c'est clair. Il y a encore des questions, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Et ceux qui ne veulent pas s'exprimer peuvent l'écrire dans le chat. Hein. Voilà. Voilà. Et on peut toujours le faire. D'autres. On peut, ouais. S'il n'y a plus de questions et de remarques, sachant qu'on est sur le temps de midi, hein, que chacun. on va vous laisser vaquer chacune à vos occupations. Donc, un tout grand merci. N'hésitez pas, hein, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à revenir. Allez-y, oui, j'ai vu. Oui, juste une question. Est-ce que votre recherche, elle s'arrête là ou est-ce que vous allez poursuivre d'une manière ou d'une autre les travaux? Alors, nous, dans le cadre de la CPDT, en tout cas, cette réflexion, elle s'arrête ici. Hein. C'est pour ça qu'on a voulu la finaliser à travers ce Vademecum pour quand même donner quelque chose et espérer que ça puisse donner une autre impulsion par la suite et que d'autres puissent effectivement s'en servir. Pareil, le site, on l'a créé, on va essayer de l'alimenter et j'ai envie de dire, c'est un site qui est ouvert à tout le monde et si d'autres veulent s'en saisir, nous, il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment, vu et ayant entendu énormément d'intérêt pour un concept qui n'était pas très, très précis actuellement, on se dit qu'il y a matière à faire, simplement. Mhm. Et Donc, peut-être que je peux encore trouver deux autres questions, comme ça, on tient jusqu'à 12h30, on remplit le temps. La première, c'est, donc j'ai vu que dans les exemples que vous donniez, il y a pas mal de tiers-lieux qui sont plutôt des tiers-lieux urbains. La région Wallonne, là, elle a lancé un tiers-lieu, un appel à projet résolument rural. Donc on s'attend plutôt à avoir des villages qui sont concernés, bien sûr des communes. Hein. Et est-ce que d'après vous, la dimension résolument rurale, elle change les objets du tiers-lieu, de son organisation, Est-ce que ça a un impact par rapport à ce que vous avez regardé, mesuré? Dans les exemples, je crois qu'on était assez diversifiés, puisque le Monty est rural, Ferlelmont, c'est du rural aussi. Par rapport à ça, je crois que chaque environnement, comme on l'a dit, le rôle principal, c'est la communauté d'acteurs. Et chaque environnement, que ce soit urbain ou rural, a sa propre communauté d'acteurs. Et c'est plus cette communauté-là qui, quelque part, est susceptible de déterminer un petit peu l'orientation, les caractéristiques prises par un projet de tiers-lieu, que de stigmatiser sur de l'urbain-rural. Je crois que c'est un peu trop réducteur par rapport à ça, même si chaque territoire a ses spécificités, ses réalités. Aujourd'hui, on voit bien que les deux s'interpénétrent extrêmement fort, qu'on fait du circuit court en urbain ou en rural, ou du recyclage, pareil. Donc, je veux dire, il y a peut-être des logiques de besoin de certains services spécifiques en milieu rural, peut-être qu'on n'a pas en urbain parce qu'ils sont déjà rencontrés, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Moi, a priori, je n'aurais pas tendance à faire de distinction, en tout cas par rapport à ça. Chaque environnement ayant ses propres caractéristiques. Et chaque lieu.
Et du coup, mon autre question, ce serait, est-ce qu'il y a des tiers-lieux que vous avez étudiés qui sont des tiers-lieux avec une dimension habitante? Des choses qui sont créées par des collectifs qui à la fois vivent donc dans un modèle habitat groupé et qui en parallèle développent du projet de type tiers-lieu, en le sachant ou en ne le sachant pas d'ailleurs. Mais... Oui, alors c'est une orientation sur laquelle travaille notamment le CREDA, clairement, avec des logiques effectivement liées à de habitat groupé, etc. Donc, c'est une option effectivement, et c'est une vision qu'eux ont du tiers-lieu qui est vraiment lié à un lieu à l'habitat, à la fonction habitat. Par rapport à ça, indirectement, Comuna aussi, puisque Comuna au départ, c'est surtout des gens qui travaillent sur du logement, hein, mais ils sont inscrits sur Bruxelles, mais ils s'intéressent de plus en plus à la Wallonie. Par rapport à ça, de nouveau, j'ai envie de dire, ça dépend comment naît l'initiative par rapport à ça. Ça peut être effectivement à travers une communauté sous forme d'habitat groupé qui, à un moment donné, exprime l'envie de faire quelque chose ou le désir de faire quelque chose. Oui, c'est pas exclu. Mais ici, en Wallonie, il y a peu à part, ou alors c'est une forme un peu de tiers-lieu, plus en termes d'animation de communauté avec une dimension sociale, et c'est pas le pays du tout péjoratif, extrêmement forte, vie collective. Nous, c'est vrai on s'est davantage focalisé sur tout ce qui était lieu de travail. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Il y a une question dans le chat. Moi, je veux bien continuer à poser des questions si vous voulez. Hein. Bon, alors, il y a quelqu'un qui nous demande s'il y aura bientôt, je n'en sais rien, s'il y aura bientôt un appel à projet. On n'en sait rien, on verra. On verra si effectivement le gouvernement, mais comme il l'a déjà fait une fois, se saisit encore de la dimension tiers-lieu. Mais je répète, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'appel à projet qu'il n'y a pas moyen de faire de tiers-lieu. On a des opportunités d'inscrire des dynamiques tiers-lieux à travers d'autres mécanismes, d'autres outils. Est-ce que je peux y aller avec ma dernière question, puisque oui, je suis faite de vous ennuyer. Je me demande si vous avez une lecture sur la sélection que le gouvernement a opérée par rapport aux 22 projets de tiers-lieux ruraux qui ont été... Comme ça, je dis qui je suis. Moi, je suis Hélène de la forêt de Luant. On est un des projets qui a été sélectionné par la région, et donc on est super contents. Et on a un projet citoyen, collectif, qui est vraiment né d'un petit groupe de personnes et puis qui s'étend, qui s'élargit. Et c'est vrai qu'en parallèle, je suis aussi urbaniste. Je travaille dans une entreprise à Bruxelles. Et la lecture que j'avais, moi, c'est bon, avec cette histoire de tiers-lieux ruraux, c'est... Bon, finalement, on pourrait presque imaginer que le service public se retire un peu de l'espace rural et attend que les citoyens viennent comporter des projets, des initiatives citoyennes, mais en le faisant dans des conditions qui sont des conditions difficiles, en tout cas en termes de financement et c'est-à-dire que c'est des énergies bénévoles qui se réunissent et qui sont en train de prendre du temps et des temps personnels de vie pour monter et faire tenir des projets avec des niveaux d'ambition plus ou moins importants, mais en général, on a la foi, on y va fort. Et puis, j'ai été, je dirais, heureusement surprise, en fait, de constater que la sélection de la région wallonne, elle a été une sélection qui va essentiellement vers des acteurs publics, communaux, CPAS, dont je vois qu'il y a plusieurs représentants aujourd'hui, j'imagine, ou peut-être pas. Soit c'est des ADL qui sont là, donc c'est peut-être pas les porteurs de projets. Mais donc, quand même, ce que je veux raconter avec ça et ma question, c'est ça, est-ce que les pouvoirs publics qui commandent une étude, CPDT, sont quand même aussi en conscience du fait que ces projets, c'est des projets, même quand il y a des business models, ce qui est le cas de la vallée, mais finalement, c'est des gens qui font de la location immobilière, c'est réductif, c'est plus que ça. Il y a un business model parce qu'il y a du loyer assez considérable derrière. Il y a tout un tas d'objets où, en fait, le business model, j'imagine que vous l'aurez mesuré, il est ultra compliqué à atteindre, et c'est spécifiquement le cas
des services en ruralité. C'est pas pour rien qu'il y a il y a plus un magasin, voilà. Et donc, est-ce que le pouvoir public se dit, bah, nous, on va aider. Enfin, j'interroge en fait le niveau de conscience, quoi, de la nécessité, de l'opportunité de soutenir ces projets, qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient communaux. Et en parallèle, bah, l'appel à projet, c'est une chose magnifique, mais est-ce qu'il y a des lignes structurelles qui devraient, d'après vous qui avez mené toutes ces recherches, permettre de soutenir et de pérenniser, c'est-à-dire de constater que dans certains cas, le business model à l'équilibre n'existe pas parce qu'on parle de services, c'est presque de services publics. Ce qui est le cas de ce que nous on fait à Luan. En tout cas, il y a une série de volets, on sait bien qu'il y a zéro rentabilité là derrière, ni aujourd'hui ni demain. On fait avec nos énergies bénévoles, mais est-ce que c'est juste? Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'appel à projet, nous, on n'a pas du tout été impliqués, donc ça c'est très clair par rapport à ça. Ce que vous dites là est tout à fait vrai. On l'a constaté aussi que la complexité finalement du modèle et de trouver un équilibre économique est vraiment très, très difficile et ça passe fatalement par un soutien quelque part du pouvoir public. Mais comme, de nouveau, je le répète, comme on le fait dans tant d'autres contextes, je veux dire, par rapport à ça, hein, qu'on est marge de l'économie sociale ou pas, etc. Donc, et il est clair qu'à mon avis, il va avoir besoin, notamment par rapport aux initiatives qui se mettent en place, d'un suivi et d'accompagnement. Et on voit bien que les tiers-lieux qui s'en sortent, qui persistent, ben, il y a une professionnalisation dans la gestion, bien évidemment. Ça, c'est très clair. Je veux dire, ça, on passe des bonnes volontés, on n'est plus du tout dans l'improvisation. À partir du moment où il y a des structures qui continuent, et il faudra de l'accompagnement. Ça, c'est évident. Et où c'est une manière de lire un renouveau pour le métier des communes et spécifiquement des communes rurales. Et je trouve l'appel à projet de la région wallonne, il esquisse un petit peu ça dans le sens où, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais je crois qu'il y a les 3/4, voire même les 4/5 des projets qui sont des projets portés par des communes et ou des CPAS. Et donc, on voit que c'est finalement la région qui donne des moyens à des opérateurs qui sont en place, qui sont professionnels, de venir soutenir de l'initiative citoyenne. Et là, derrière, moi, il y a un truc vraiment vertueux. De plusieurs besoins et d'opportunités, clairement, par rapport à ça. Et de la difficulté, effectivement, aujourd'hui, de rencontrer toute une série de besoins, qu'ils soient économiques ou sociaux, bien sûr. Bien sûr. Avec une difficulté dans ce cadre-là, où la communauté, si elle est publique, bah, elle n'a peut-être pas les mêmes intérêts que la communauté qui va faire vivre le lieu. Ouais. Donc, c'est le fou la poule, mais dans un certain sens, il c'est bien trouver l'équilibre et le bon compromis, et c'est pour ça que la réflexion de départ, elle est primordiale par rapport à ça, pour trouver effectivement comment cet équilibre et ce jeu de rôle, finalement. Hein, c'est un jeu de rôle, et le qui fait quoi et comment on finance, c'est effectivement fondamental. Et je crois qu'on est encore, surtout, à titre expérimental ici. Hein. C'est pour ça qu'on regarde un petit peu l'accompagnement qui se fait en France, notamment. Enfin, je cite toujours celui-là, mais c'est parce qu'il est impressionnant. Mais on met des moyens publics considérables, c'est clair, c'est clair. Mais ça participe clairement d'une vision de réhabilitation de territoires centraux, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages. On travaille aussi sur le territoire, clairement. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de cette approche transversale, décloisonnée, qui lie à la fois une dimension économique, une dimension sociale et une dimension territoriale. C'est vrai que les enjeux ne se posent quand même pas de la même manière dans la diagonale du vide française qu'en région wallonne, où il y a un niveau de maillage et de services publics qui reste quand même très, 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 très bon par rapport à ce qu'on peut trouver dans le fin fond d'une commune rurale en Auvergne. Il me semble que la nécessité de cette réponse... ça c'est évident. Ouais, que l'isolement qu'on peut trouver, et les questions puisque les questions de densité de population, etc., font qu'effectivement, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est tout. Il y a autant de diversité dans l'urbain que dans le rural, je veux dire, par rapport à ça. Et quand vous discutez avec des gens qui viennent du nord de la Finlande ou de la Suède, où il faut faire 100 km pour croiser quelqu'un, ben oui, c'est encore une autre.
c'est encore une autre vision. Mais quelque part, certains problèmes sont communs néanmoins. Mais les réponses sont différentes. Oui. La nature des projets publics privés Tout à fait. va à la limite, en tout cas au niveau du territoire de la Wallonie, avoir plus d'impact sur les résultats. Donc c'est intéressant de lier les objectifs du tiers-lieu à finalement le modèle. Est-ce qu'on l'institue, est-ce qu'on ne l'institue pas, parce que les résultats vont être tout différents. Donc pour le moment, ce qui fait vraiment tiers-lieu en Wallonie, ce sont des espaces institués, principalement en tout cas. Ouais. Et puis ce qui émerge maintenant, et c'est génial du coup ce qui est arrivé pour les territoires ruraux, en tout cas au niveau urbain, nous, on a pris quand même bien le temps d'étudier la question. Il n'y a pas encore de soutien structurel et on se pose encore sur la question de tiens, est-ce qu'on soutient les acteurs privés? Si oui, qu'est-ce que ça va générer? Enfin, en tout cas, on voit qu'ils essayent de lisser parfois sur un côté participation citoyenne. Donc, ça va être outil marketing. Mais après, la finalité, est-ce qu'on suit plus loin le projet? Ça commence à devenir plus difficile, quoi. Et donc, du coup, voilà, on verra ce que ça va devenir, quoi. Mais il est clair que toute une série de tendances, et c'est pour ça qu'on est parti de 3 dynamiques économiques au départ. Hein, oui, tout à fait. Toute une façon, l'évolution du monde du travail, du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et aussi des valeurs, effectivement, du côté du consommateur, fait qu'on est sur des contextes qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, et quelque part, la crise sanitaire a quand même amplifié encore certaines démarches, qui fait que ces besoins de lieux de rencontre, pour revenir aux définitions initiales, entre le travail et le logement, etc. Donc, ces espaces, on voit bien qu'il y a une attente forte par rapport à ça. Maintenant, comment le décliner? Je crois on est toujours au niveau expérimental. Voilà, je crois qu'on a, oui, voilà, on arrive, même on fait signe, donc voilà, on est arrivé à l'heure. Donc, merci à toutes et à tous. C'était un premier débat, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Donc, n'hésitez jamais par rapport à ça à revenir vers nous et si on sait répondre à vos questions, on le fera avec plaisir.